Donc, je vais vous présenter des travaux qu'on avait menés en premier à Rouen, à la faculté de médecine, et qui se poursuivent maintenant à l'université de Paris-Cité, donc à Paris. Donc effectivement, on parle essentiellement des lésions de la moelle épinière et d'approches non invasives. Comment est-ce qu'on pourrait restaurer les fonctions perdues suite aux lésions avec des approches non invasives, mais je vous présenterai également à la fin des approches qui fonctionnent, mais qui sont plus invasives et qui sont essentiellement réalisées dans un seul laboratoire. Alors de quoi parle-t-on? Donc là on va parler des lésions médulaires traumatiques, je vous parlerai un petit peu à la fin des lésions médulaires inflammatoires, mais vraiment de celles qui font suite à des traumatismes. Donc ça représente 250 000 à 500 000 personnes par an dans le monde en termes de nouveaux cas. Il y a une grosse disparité en fonction des pays. Évidemment, les pays en guerre ont plus de nouveaux cas de lésions médulaires. Les pays avec des préventions routières moins existantes et moins développées que chez nous ont plus de cas également de lésions médulaires traumatiques. Et dans un cas sur deux, les lésions, elles arrivent relativement haut, c'est-à-dire qu'on a des lésions qui arrivent au niveau du cou, avec des pertes associées qu'on va voir après qui ne seront pas les mêmes. Dans les pays développés, il y a deux types de personnes qui sont touchées par les lésions médulaires. Avant, c'était essentiellement le cas des jeunes hommes durant l'adolescence. Et on a également maintenant des personnes plus âgées qui vont avoir des lésions de la moelle épinière, donc avec des conséquences qui ne seront pas les mêmes. Donc les causes, c'est essentiellement effectivement chez nous les accidents de la voie publique, donc les accidents de voiture, et chez les personnes âgées, c'est également les chutes qui vont représenter un pourcentage important de lésions médulaires et de manière relativement faible les accidents de sport et les accidents par arme à feu ou par arme blanche. Alors après, c'est dépendant des pays, mais dans les pays développés, c'est évidemment très faible. Les conséquences, c'est les pertes des fonctions sensitives, motrices et autonomes en dessous du site de lésion. Donc pour la moitié des personnes, quand la lésion elle a lieu au niveau cervical, il faut bien comprendre qu'on va perdre tout ce qui va aller du cerveau vers la périphérie dans les deux sens. Donc on va perdre la sensibilité de tout ce qui est en dessous de la zone de lésion et on va perdre également la motricité de tout ce qui est en dessous de la zone de lésion. Donc pour les personnes paraplégiques, ce sera essentiellement le bas du corps, et pour les personnes tétraplégiques, ce sera les quatre membres, et on aura également une perte des muscles abdominaux et des muscles de la posture, donc des personnes qui ne peuvent pas tenir même assises puisqu'ils n'ont plus de muscles au niveau du tronc. Et à ça est associée également la perte des fonctions autonomes, donc la perte de contrôle des sphincters, auquel on ne pense pas forcément, mais qui est associé dans ce type de lésion. Il n'y a pas de traitement pour l'instant des symptômes, enfin il n'y a pas de traitement, en tout cas on ne peut pas guérir les lésions de la moelle épinière, et évidemment on essaie de comprendre les mécanismes qui surviennent après ces lésions pour proposer différents traitements. Justement, si on regarde après une lésion médulaire ce qui va se passer, la première conséquence, c'est évidemment le choc qui va détruire les neurones et les cellules qui sont présentes au niveau du choc. Et ensuite, il va y avoir une cascade d'événements qui va se mettre en place. Les événements qui vont se mettre en place, c'est essentiellement la déstructuration du tissu, donc un saignement, une invasion de cellules inflammatoires avec une inflammation forte qui va se mettre en place, qui va tuer un certain nombre de cellules dans la moelle épinière. Et pour éviter que la lésion ne devienne trop importante, on va avoir une cicatrice qui va se mettre en place, qui va bloquer la repousse des axones, donc on n'aura pas de récupération des fonctions perdues, mais qui va éviter que la lésion ne s'étende au sein de la moelle. Donc on a, suite à cette lésion, une cicatrice qui se met en place, comme dans les autres tissus, sauf qu'ici, elle est hermétique à une récupération fonctionnelle sensitive ou motrice. Et on parle en général de cicatrice gliale pour cette cicatrice. Si on regarde par exemple ici sur une vue schématique avec une coupe transverse, si on coupe la moelle de manière transversale, et si on réalise une lésion schématique ici au niveau de la partie dorsale, on va avoir toute la partie ici dans laquelle on retrouve les différentes couleurs qui va être perdue en termes de neurones et donc en termes de fonctions associées aux neurones qui étaient présents ici. Et vous voyez que cette zone-là va devenir très inflammatoire et on va avoir une cicatrice qui va se mettre en place dans cette partie. Au cœur de la cicatrice, en orange sur la représentation, on va avoir une cicatrice type fibrose. C'est un petit peu la même chose que les cicatrices qu'on va retrouver sur la peau. Et dans cette zone en orange, on n'aura pas de neurones, pas d'oligodendrocytes, donc les cellules qui protègent les neurones, et on n'aura pas de récupération possible. Et dans les pourtours de la lésion, ici, en rouge et en vert, on va avoir d'autres types de cellules.
on parle d'astrocytes. Et ces cellules-là, elles, au contraire, elles vont pouvoir permettre aux neurones qui seront dans cette zone de survivre. Donc évidemment, le but qu'on va essayer de poursuivre, c'est de diminuer la taille de cette cicatrice fibrotique en orange, puisque celle-ci, elle est hermétique à la récupération, et d'augmenter la proportion de cicatrices gliales astrocytaires, ici en rouge et en vert, puisque dans cette zone, on va retrouver à nouveau des cellules neurales qui vont permettre éventuellement une récupération physiologique. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a de nombreux laboratoires qui sont intéressés à ça depuis de nombreuses décennies. On peut envisager la transplantation cellulaire. Il y a de moins en moins d'équipes qui misent tout maintenant sur la transplantation cellulaire. Pourquoi? Parce qu'il faut évidemment trouver une source de tissu. Donc il faut prélever un tissu chez le patient, mettre ce tissu en culture et ensuite retransplanter ces cellules chez le patient. En général, pour transplanter, il faut que ce soit invasif. Donc il faut ouvrir le patient et transplanter les cellules dans la zone de lésion. Avec, chez l'homme, malheureusement, des résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc la transplantation cellulaire seule, quand elle n'est pas associée à d'autres thérapies, est de moins en moins utilisée, même chez l'animal, puisque en général, maintenant, on l'associe avec des biomatériaux ou d'autres types de transplantation. Et en plus de ça, ça reste évidemment quelque chose d'invasif. Et nous, on s'était posé la question de est-ce qu'on peut moduler cette cicatrice, réduire la zone de fibrose, augmenter la zone avec des astrocytes, mais de manière non invasive, donc pour éviter d'avoir à réouvrir le patient s'il y avait un passage en clinique. Donc pour ça, on s'est intéressé à la stimulation magnétique qui existait déjà chez le patient au niveau transcrânien. Donc on va voir, nous on l'a utilisé plutôt au niveau transmédulaire, au niveau transspinal. Pourquoi la stimulation magnétique? Parce que justement, c'est déjà utilisé chez l'homme au niveau transcrânien. Donc on vient placer une bobine au niveau du scalp de manière non invasive et on peut moduler les populations de cellules qui se trouvent en regard de la bobine. En général, on vient stimuler les neurones pour changer leur comportement électrique. C'est déjà utilisé dans un certain nombre de maladies, c'est non invasif encore une fois, et il n'y a pas d'effets secondaires qui ont été rapportés dans cette technique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on pense qu'en jouant sur les propriétés électriques des neurones, on va pouvoir moduler ces populations. Mais il y a des études qui ont montré que ça marchait sur d'autres types de cellules, puisque ici, si vous mettez des cellules souches in vitro dans des boîtes de culture, si vous stimulez directement ces boîtes de culture, si vous regardez ici les histogrammes en blanc et en gris, c'est des boîtes de culture avec des cellules qui ont bénéficié de la stimulation magnétique. On va avoir plus de cellules souches que dans les boîtes de culture qui n'ont pas bénéficié de la stimulation magnétique. Ce qui veut dire qu'au-delà des neurones, cette stimulation, elle peut jouer sur d'autres types cellulaires. Donc pourquoi pas jouer sur les populations de cellules qui constituent la cicatrice dans la moelle. Donc c'est sur cette base-là qu'on a posé nos protocoles, d'essayer de moduler la cicatrice médulaire chez l'animal suite à une lésion. Donc malheureusement, on est obligé d'utiliser des modèles animaux pour faire ça. On n'a pas d'alternative pour le moment pour pouvoir faire des lésions spécifiques de la moelle épinière. Donc on utilise un modèle souris, on parlera d'un autre modèle par la suite. Donc sur ces souris, on induit une lésion par le biais d'un scalpel où on vient léser la moelle épinière. Et il y a un groupe de souris qui est laissé comme ça, donc comme les patients, c'est-à-dire qui va être paralysé, et un groupe de souris qui va bénéficier de la stimulation magnétique que vous voyez ici par le biais de ces deux bobines qu'on va mettre au niveau du dos de l'animal, donc au niveau de la lésion qui aura été réalisée. La première série d'expérimentations qu'on a fait sur ces souris, c'est de réaliser des lésions. Et ensuite, pendant 15 jours, à raison de 10 minutes par jour, on est venu stimuler la moitié des animaux avec la stimulation transspinale ici. Et on a regardé ensuite quel était l'état de la moelle pour voir si justement on arrivait à moduler les populations de cellules qu'on retrouve dans la cicatrice. On a regardé à des temps précoces, 15 jours après la lésion, et on a regardé à des temps plus tardifs, 90 jours après la lésion. C'est-à-dire qu'on a regardé 75 jours après l'arrêt du traitement, pour voir si le traitement pouvait moduler d'une part,
et si cette modulation elle pouvait se retrouver même lorsqu'on arrêtait le traitement à un temps plus distant. Et ce qu'on a regardé sur des coupes de moelle que vous voyez ici, donc on a coupé la moelle dans ce sens-là, en commençant par les bords, pour avoir l'épicentre de la lésion. Vous voyez que chez les animaux non traités, en rouge ici, c'est la fibrose que vous avez au sein de la moelle épinière. Donc là, chez cet animal, par exemple, ici en rouge, dans la zone rouge, vous n'avez pas d'oligodendrocytes, vous n'avez pas de neurones, et donc vous n'avez plus de communication entre la périphérie et le cerveau du fait de la lésion. Et donc il faut imaginer en 3 dimensions, donc on est sur des lésions assez importantes. Si vous regardez ici chez les animaux qui ont bénéficié de la stimulation magnétique, on voit qu'on réduit considérablement cette zone fibrotique au sein de la moelle et on retrouve le même effet 90 jours après la lésion. Donc vous voyez ici des animaux non traités et ici des animaux qui ont bénéficié de cette stimulation magnétique. On a une réduction assez forte de la fibrose au sein de la moelle. Cette fibrose, elle est évidemment réduite parce qu'on augmente la présence d'astrocytes, donc les cellules dans lesquelles on peut retrouver des neurones et des oligodendrocytes. C'est ce que vous voyez ici. Au cœur de la lésion chez les animaux non traités, on a une perte très importante d'astrocytes. Donc là, de la même façon, on ne peut pas retrouver de neurones ou d'oligodendrocytes, les cellules qui protègent les neurones dans cette zone ici. Et à l'inverse, chez les animaux qui ont bénéficié de la stimulation magnétique, on a une réduction très forte de cette zone sans astrocytes, donc on augmente considérablement la portion astrocytaire dans les moelles. On a regardé également l'inflammation au cœur de la lésion, on en reparlera tout à l'heure dans d'autres modèles. On a évidemment, après une lésion traumatique de la moelle chez la souris, une inflammation qui est extrêmement importante dans la moelle, et on réduit considérablement cette zone inflammatoire au sein de la moelle épinière. Sur d'autres animaux, on a voulu regarder si cette modulation de la cicatrice elle était corrélée à une récupération fonctionnelle chez les animaux. Puisqu'on module la cicatrice médulaire, on voulait regarder si on avait une corrélation sur les fonctions locomotrices des animaux. Donc de la même façon, on avait des animaux qui étaient lésés et d'autres qui bénéficiaient de la stimulation magnétique. À nouveau, une stimulation tous les jours en commençant le lendemain de la lésion pendant 14 jours à raison de 10 minutes par jour. Et ensuite, on réalisait des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, c'est ce que vous voyez ici, c'est un corridor à barreaux. Donc, entre chaque barreau, on a un capteur. Et lorsque l'animal trébuche, ça prend en compte le trébuchement de l'animal. Donc, ça compte le nombre de fautes. Évidemment, quand les animaux ont des troubles locomoteurs, ils vont tomber entre les barreaux. Ça prend en compte le temps d'erreur, c'est-à-dire que les animaux, quand ils tombent entre 2 barreaux, ils ont du mal également à remettre leurs pattes sur les barreaux, et ça prend en compte également le temps que l'animal met à traverser le corridor. Et sur ces animaux, si vous comparez les points en violet avec les points en rose ici, on arrive à améliorer donc 15 jours après la lésion ou 30 jours après la lésion l'ensemble de ces paramètres. Donc on diminue le nombre de trébuchements, on diminue le temps que les animaux ont passé entre 2 barreaux, donc le temps qu'ils ont mis à se remettre sur le corridor, et également le temps que les animaux vont mettre à traverser le corridor. Meilleure est la fonction, meilleur évidemment est le temps que vont réaliser les animaux pour traverser ce corridor. Donc on induit également une récupération fonctionnelle chez ces animaux après stimulation magnétique. On s'est posé une question qui était de savoir quelles sont les protéines, pourquoi est-ce que la stimulation magnétique elle marche? Quelles sont les protéines qu'on module par le biais de cette stimulation magnétique, puisque c'est non invasif et on a quand même un effet qui est important au niveau de la cicatrice et de la récupération de fonction. Donc on a mené un certain nombre d'études de manière à trouver les protéines qui sont régulées. Et ce qui est très intéressant, ce qu'on va en reparler après, c'est qu'on module énormément de protéines qui sont des protéines de myéline, donc des protéines qui vont protéger les axones et permettre une meilleure survie des neurones au niveau de la zone de lésion. Et on a un certain nombre de protéines également, on réduit la mort neuronale par le biais de ce traitement. Donc quand on a regardé en histologie pour confirmer ces résultats, ici vous avez un marqueur de myéline
Mbp au sein de la moelle épinière, donc toujours sur le même type de coupe. Et vous voyez qu'à l'épicentre de la lésion, de la même façon, on a évidemment chez les animaux non traités une réduction très importante de la myéline, puisque la lésion va induire la mort des neurones, donc la mort des cellules qui protègent les neurones, etc. Et on réduit de manière très importante cette perte de myéline au sein de la moelle chez les animaux stimulés. Et ça, c'est corrélé de la même façon à une augmentation de la survie des neurones que vous voyez ici en vert chez les animaux stimulés par rapport aux animaux non stimulés. Donc on a effectivement, en plus de la modulation de la cicatrice, une augmentation de la survie des neurones et des oligodendrocytes dans ce modèle. On s'est intéressé suite à ça à un autre modèle, puisque la cicatrice que je vous ai présentée tout à l'heure, elle est vraiment très caractéristique de la souris. Mais chez l'homme et chez d'autres animaux, on a un autre problème qui survient après une lésion de la moelle épinière, c'est qu'on va avoir dans les phases précoces, ici, une cicatrice fibrotique qui va se mettre en place, mais qui va se résorber au cours du temps et qui va laisser la place à des cavités. Alors une cavité, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. Donc quand on va avoir une lésion chez l'homme ou chez le rat, par exemple, on aura une cicatrice fibrotique dans les temps précoces, mais suite à la lésion, on va se retrouver avec un trou dans la moelle épinière. Et évidemment, là, on n'a plus du tout de substrat pour faire repousser des axones, puisque là, c'est un trou au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cellules. Et donc là, évidemment, vous voyez qu'on a un tissu, une préservation de tissu qui est extrêmement faible au sein de la moelle épinière. Donc on s'est intéressé à ce modèle, donc cette fois-ci en travaillant sur des lésions qu'on a faites chez le rat, puisque le rat il présente des lésions médulaires qui sont proches de celles de l'homme, qui sont un petit peu différentes de la souris, qui sont plus proches de ce qu'on va retrouver chez l'homme. Et de la même façon, on a utilisé la stimulation magnétique chez ces animaux pour la moitié d'entre eux, pour voir quels étaient les bénéfices suite à ces lésions. D'un point de vue fonctionnel, on a utilisé la même échelle que tout à l'heure, l'échelle à barreaux, pour regarder si on avait une récupération fonctionnelle chez les animaux. Et pour 60 jours après la lésion, de la même façon que tout à l'heure, on va avoir une amélioration des fonctions motrices chez les rats avec une diminution du trébuchement et une amélioration de la capacité à traverser le corridor. On a réalisé des expériences d'IRM sur ces animaux, puisque chez les animaux qui ont une cavité dans la moelle, on retrouve dans cette cavité, on peut la voir assez facilement en IRM. Donc vous voyez ici une représentation chez un animal qui n'a pas bénéficié de la stimulation magnétique. On voit cette cavité qui est remplie de liquide, dans laquelle on n'a plus de cellules au sein de la moelle épinière, et on diminue fortement les cavités chez les animaux qui ont bénéficié de la stimulation magnétique également. Et on retrouvait ces résultats-là au niveau histologique. Donc par exemple ici, si vous comparez la perte cellulaire chez les animaux sans traitement à celle des animaux traités. Donc ici, toute cette zone en noir, c'est une zone dans laquelle on n'a plus de cellules, c'est une zone de cavitation chez l'animal, donc qui est réduite chez les animaux stimulés. Donc on a dans ce modèle également un bénéfice qui est apporté aux animaux en modulant la cicatrice et en particulier en diminuant les cavités chez l'animal. Donc maintenant, on s'intéresse à d'autres modèles, puisqu'on a vu pendant la présentation qu'on avait un effet fort sur la préservation de la myéline et sur l'inflammation. Donc on s'intéresse également aux bénéfices de ce traitement dans le cadre des lésions médulaires non traumatiques, donc dans le cadre des lésions médulaires inflammatoires. Et en particulier, on s'intéresse à un modèle de myélite transverse. C'est une maladie qu'on peut retrouver chez l'homme, notamment dans le cadre des maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques ou d'autres maladies inflammatoires associées. Et comme vous le voyez, qui va induire ici en blanc une forte inflammation dans la moelle épinière qui va conduire aux mêmes effets qu'une lésion médulaire traumatique, c'est-à-dire à une perte des fonctions au niveau de la lésion. Donc si vous avez une inflammation au niveau thoracique, ça va induire le même type de perte chez le patient que si c'était une lésion traumatique au niveau thoracique. Et ce que ça va induire, c'est une forte inflammation. Et vous voyez ici la gaine de myéline qui va se trouver dans cette représentation schématique déstructurée autour des axones. Donc pour modéliser ça chez l'animal, on injecte un détergent dans la moelle épinière qui va induire une très forte inflammation
et qui va dégrader les gaines de myéline. Et on a déjà eu quelques résultats dans ce modèle, puisque lorsqu'on injecte ce détergent, on va avoir une perte de la gaine de myéline dans la moelle avec une très forte inflammation. Et dans les études préliminaires qu'on a réalisées, on arrive à diminuer cette inflammation par le biais de la stimulation magnétique chez les animaux qui ont bénéficié de ce traitement par rapport aux animaux qui ont juste reçu l'injection de détergent. Je voulais donc finir également en vous présentant d'autres pistes thérapeutiques qui sont évaluées par d'autres laboratoires. Et évidemment, je vous présente les neuroprothèses spinales. Donc cette fois-ci, on n'est pas dans une méthode non invasive, mais dans une méthode qui est évaluée actuellement chez l'homme. Vous en avez sûrement entendu parler, vous l'avez sûrement vu, c'est ce que Grégoire Courtine fait à Lausanne, à l'EPFL. Donc c'est entre la biologie et l'ingénierie, ça mixe les deux types de matières. Donc c'est basé sur le fait de mettre une électrode au niveau de la moelle épinière, donc de manière invasive. On vient mettre une électrode au niveau des méninges sur la moelle et on met une deuxième puce, si je puis dire, au niveau cortical qui va venir analyser les messages moteurs et on va faire un pont numérique entre les deux prothèses, donc entre le cerveau et la moelle épinière. Donc on décode les informations corticales, elles sont envoyées au niveau de la moelle et on peut induire un patron de stimulation électrique au niveau de la moelle épinière qui va se traduire par des mouvements locomoteurs semi-volontaires au niveau des membres inférieurs chez l'homme. Donc pour l'instant, ils le font sur les membres inférieurs, c'est également vrai pour les membres supérieurs, pour les tétraplégiques. Et je crois qu'ils sont en train de développer des prothèses pour tout ce qui est miction, donc pour les fonctions autonomes. Et on peut avoir donc un contrôle, c'est ce que je vous disais, semi-volontaire, puisqu'on peut changer la cadence de la marche. Ce n'est pas forcément une marche robotisée, puisqu'on a un pont entre les deux organes, le cerveau et la moelle. Et enfin, juste pour vous présenter ça également, puisqu'il y en a un par département, par région, je ne sais plus, c'est les exosquelettes autoportés qui permettent également aux patients médulolésés ou aux patients qui ont des scléroses en plaques de pouvoir à nouveau se mobiliser. Donc par le biais de ce, puisqu'on rejoint un petit peu ce que disait Stéphane au début, le lien avec la science-fiction, puisque là ça reprend un petit peu les exosquelettes qu'on voyait dans les films des années 80, où on va pouvoir mobiliser les patients et ils commandent eux-mêmes le mouvement par le biais, ici vous voyez, de la manette. Et donc ça permet de remettre en marche les patients. Ça permet également des mouvements du tronc, puisqu'on peut se pencher en avant pour jouer à la balle par exemple. Et ils sont autoportés, et ça veut donc dire qu'on ne peut pas tomber avec ce type de dispositif. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont été impliquées dans les projets que j'ai présentés au début et les financeurs évidemment qui permettent de financer ces sujets. Je vous remercie.